Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 3 décembre à la une de l'actualité. Le roi de Jordanie, Abdallah II bin Hussein, est arrivé aujourd'hui en Algérie pour une visite d'État de 2 jours à l'invitation du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé l'ouverture des travaux d'un colloque international intitulé « La géopolitique de l'extrémisme, origine, menaces, défis et mécanismes de lutte ». Les détails tout à l'heure. Dans sa résolution finale, le COCO rappelle le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination. Les participants appellent l'ONU à travers la MINURSO à assumer ses responsabilités. Situation économique inquiétante au Maroc, les fonds de pension et les entreprises croulent sous les dettes. Les manifestations populaires s'intensifient pour dénoncer le silence du Marsen et son inertie. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le roi de Jordanie Abdallah II bin Hussein est arrivé aujourd'hui à Alger pour une visite d'État de 2 jours en Algérie à l'invitation du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au moment où 21 coups de canon ont retenti en l'honneur de l'invité de l'Algérie. Après avoir écouté les 2 hymnes nationaux, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a salué la délégation accompagnant le roi Abdallah II, qui a salué de son côté les hauts responsables de l'État qui étaient à son accueil. Le président de la République et le roi de Jordanie ont salué par la suite les membres du corps diplomatique accrédité à Alger.
Le président de la République a salué par la suite le roi de Jordanie à son départ de l'aéroport international d'Alger vers son lieu de résidence. Dans l'actualité, le général d'armée Saad Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé aujourd'hui au Cercle national de l'armée à Bni Msous l'ouverture des travaux d'un colloque international sur la géopolitique de l'extrémisme, origine, menaces, défis et mécanismes de lutte. Ce colloque de 2 jours est organisé par l'Institut des hautes études de sécurité nationale sous le haut patronage du président de la République, Ahmed Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Les détails par Malika Belal. Le général d'armée, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé l'ouverture de ce colloque international en présence de membres du gouvernement et de conseillers du président de la République, du doyen de la mosquée d'Alger, du président de l'Observatoire national de la société civile, du directeur général de l'Institut national de l'étude de stratégie globale, du secrétaire général du ministère de la Défense nationale, des commandants de force et de la gendarmerie nationale, du commandant de la première région militaire, des chefs de département et des directeurs et chefs de services centraux du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'AMP, ainsi que des professeurs et experts algériens et étrangers. À l'entame, le général d'armée Saad Chengriha a prononcé une allocution dans laquelle il a exprimé ses remerciements et gratitude à Monsieur le Président de la République d'avoir rehaussé de son haut patronage ce colloque international, et ce avant d'évoquer le phénomène de l'extrémisme, soulignant que ce dernier ne peut être attribué à une religion, une société ou une idéologie quelconque. أن أعبر عن شكرنا الجزيل وعرفاننا وتقديرنا للسيد رئيس الجمهورية. De prime abord, je tiens à exprimer mes vifs remerciements et ma profonde gratitude à Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, d'avoir rehaussé de son haut patronage ce colloque international ayant pour thème la géopolitique de l'extrémisme, origine, menaces, défis et mécanismes de lutte. L'extrémisme est un phénomène dont les origines remontent très loin dans l'histoire. Évolutif et complexe, ce dernier prend plusieurs formes d'expression.
fondées sur des idéologies variables dans le temps et l'espace, mais qui ont en commun la fausse croyance de détenir la vérité, l'intolérance, la haine et la violence, qui évoluent parfois jusqu'au terrorisme. Le phénomène de l'extrémisme ne peut être attribué à une religion, une société ou une idéologie quelconque. De même, la mauvaise mise en œuvre d'idées et de convictions peut évoluer vers des processus qui menacent l'identité, la pensée et même la stabilité des États. Le général d'armée a également abordé l'expérience algérienne dans le traitement de l'extrémisme à travers la lutte contre le phénomène du terrorisme, une lutte qui a permis de mettre en échec les stratégies sournoises qui visaient au travers de ce fléau intrus à la société algérienne l'existence même de l'État. Il a fait mention dans le même contexte de la contribution de la diplomatie algérienne dans la sensibilisation de la communauté internationale quant à la nature criminelle du terrorisme. لقد عانت الجزائر لعشريات كاملة من ويلات الإرهاب الدخيل الذي هدد أركان الدولة الوطنية. L'Algérie a souffert pendant des décennies des affres de ce phénomène intrus qui a menacé les fondements de l'État, le régime républicain en place, la cohésion identitaire de la société et saboté l'économie nationale. Avec l'aide d'Allah le Très-Haut, puis des citoyens qui ont rejeté les agendas extrémistes et défendu leur pays et son régime républicain. L'Algérie a réussi à mettre en échec les stratégies sournoises qui, au moyen du terrorisme, ciblaient l'existence même de l'État. En effet, l'Algérie a vaincu le terrorisme seule grâce à la mobilisation de ses citoyens, de son armée nationale populaire et de ses institutions, ce qui lui a permis d'acquérir une expérience avérée dans la lutte et la prévention contre ce phénomène, aussi bien sur le plan opérationnel que sur celui du développement d'une approche nationale homogène et multidimensionnelle. La diplomatie algérienne a contribué à la sensibilisation de la communauté internationale quant à la nature criminelle du terrorisme à travers un nombre d'accords et d'initiatives entreprises à l'échelle régionale et internationale, ainsi que les résolutions onusiennes plaidant pour la mutualisation des efforts dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et le tarissement de ses sources de financement, le but de ces initiatives étant d'endiguer la menace terroriste et sa prolifération. وتجفيف مصادر تمويله من أجل منع تفاقم التهديد وانتشاره. À l'issue, le général d'armée, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a annoncé l'ouverture officielle des travaux de ce colloque. Lors de ce colloque, les professeurs et les experts présents ont animé des conférences sur les origines des phénomènes de l'extrémisme et du terrorisme, de même qu'ils ont présenté une lecture prospective du phénomène et présenté une feuille de route permettant un traitement anticipatif de l'extrémisme. Ce colloque a également constitué une occasion pour exposer des expériences et des approches de lutte contre l'extrémisme et le terrorisme, notamment l'expérience algérienne. Les interventions ont été ponctuées par les débats des experts et des cadres qui ont enrichi, de par leurs idées, le colloque et ses recommandations. Le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arqab, a pris part aujourd'hui par visioconférence aux travaux de la 185e réunion de la conférence de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Des questions relatives à la gestion et au fonctionnement de l'organisation ont été examinées, ainsi qu'à la situation actuelle du marché pétrolier et des perspectives d'évolution aussi bien sur le court terme que sur le long terme. Cette réunion précède et préparatoire des travaux de la 46e réunion du comité ministériel conjoint de suivi et de la 34e réunion ministérielle OPEP et non-OPEP. Accompagné du professeur Kamal Senhaji, président de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, le ministre de la Santé a effectué aujourd'hui une visite de travail et d'inspection CHU, la mine de Barine à Bab el-Oued. Abdelhak Saïhi a assisté à la remise en service de plusieurs structures médicales et a inspecté les services de pédiatrie et des urgences médicaux
chirurgicale nouvellement rénovée et renforcée en matériel moderne. Le cas également de la pharmacie, la radiologie et la médecine nucléaire. Le ministre a à l'occasion mis l'accent sur la nécessité d'améliorer le cadre de travail du staff médical dans le but d'assurer une meilleure prestation de service aux malades, a inspecté le système de désignation des priorités de passage des malades par le tri électronique et s'est également félicité de la mise en place du numéro d'identification de santé basé sur la carte nationale biométrique du patient. Je vous invite à écouter le ministre de la Santé. Et en facilitant les soins avec une numérisation, ça permet aux citoyens d'accéder dans des conditions meilleures, avec équité et solidarité au service des urgences et les autres services également. Le plus important dans cette question, c'est celle qui consiste à donner pour l'ensemble des malades un numéro d'identification de santé qu'on a appelé INS. Sur la base de l'identification par la carte biométrique, nous avons donc un numéro. Mais quel est l'avantage de ce numéro? C'est que là où il va, ce malade, il a été traité à Alger, demain il partira à Oran, on a l'historique de sa maladie, on a tous les examens qu'il a fait. Et la 46e ECOCO a pris fin à Berla. Le Premier ministre de la République arabe sahraoui démocratique, Bouchraya Hamoudi Bayoun, a réitéré à l'occasion le droit du peuple sahraoui à la poursuite de la lutte armée, seul moyen pour mettre fin à l'occupation marocaine. Le président du Comité national algérien de la solidarité avec le peuple sahraoui a, quant à lui, dénoncé une nouvelle fois le silence de la communauté internationale face à la poursuite de la répression et des violations marocaines des droits de l'homme dans les territoires sahraouis occupés. Yasmine Massoudi. Dénonçant les manœuvres répétées du Maroc et de ses alliés en vue de mettre en échec toutes les résolutions onusiennes, le Premier ministre de la République arabe sahraoui démocratique, Bouchraya Hamoudi Bayoun, a souligné lors de la 46e conférence de la coordination européenne pour le soutien et la solidarité avec le peuple sahraoui que la situation actuelle au Sahara occidental et la position de certains pays influents ne mèneront qu'à plus de tensions dans la région. Les participants ont pointé du doigt le silence de la communauté internationale face à la poursuite de la répression et des violations marocaines des droits de l'homme dans les territoires sahraouis occupés. Cette réunion est la première étape du programme de la conférence de la coordination européenne pour le soutien et la solidarité avec le peuple sahraoui qui a eu lieu en présence de nombreux représentants des parlements européens, africains et des pays d'Amérique latine. Tous les participants ont réaffirmé leur soutien à la cause sahraoui, invitant les Nations Unies à exercer une pression sur le Maroc pour libérer le pays. Il y a un consensus à l'intérieur du mouvement européen de solidarité avec le peuple sahraoui sur le niveau officiel, parlementaire et la société civile d'accroître, de redoubler les efforts de mieux coordonner les travaux et d'être vigilant aussi au plan marocain voulant imposer leur point de vue sur le Sahara occidental. Fidèle à ses positions, l'Algérie était également présente à cette réunion spéciale pour transmettre le message de solidarité avec le peuple sahraoui. Après avoir écouté dans une réunion spécifique les parlementaires venus de tous les pays et avec une forte participation algérienne, elle a retenu d'abord au niveau de cette réunion le principe d'une rencontre internationale des parlementaires solidaires avec le peuple sahraoui en dénonçant la léthargie, l'inertie de l'ONU dans la résolution du conflit selon les principes de la décolonisation contenus dans la charte de l'ONU. Les parlementaires ont également appelé les pays de l'Union européenne à cesser de conclure des accords commerciaux avec l'occupant marocain afin de mettre un terme au pillage des richesses sahraouis. Et justement, dans sa résolution finale, le COCO a réaffirmé son soutien au droit à l'autodétermination pour l'indépendance du Sahara occidental et appelle l'ONU et le Conseil de sécurité à assumer leurs responsabilités par l'intermédiaire de la MINURSO pour mener le référendum au Sahara occidental comme le prévoient les accords de 91 et 97. La conférence a salué la position inaliénable de l'Union africaine à l'égard de ses principes de droit international. La 46e conférence a appelé l'Union
l'Union européenne dans son ensemble ainsi que les pays membres à soutenir sans ambiguïté la solution démocratique menant à la décolonisation du Sahara occidental. Dernière colonie de l'Afrique. Les prochains arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne donneront aux pays de l'Union européenne, en particulier à la communauté internationale en général, un rôle décisif dans le conflit du Sahara occidental. La neutralité ne peut être une option face à l'occupation et les participants ont convenu des actions à mener en 2023 et les commissions de suivi des ateliers ont été renouvelées. Ces commissions seront chargées de veiller au sein de la task force à la mise en œuvre des décisions prises lors de la conférence dans 4 domaines: politique et information, consolidation de l'État sahraoui, ressources naturelles, droits de l'homme et territoires occupés. Tout cela dans l'intention de mener une action globale qui puisse unir les efforts du mouvement solidaire européen avec d'autres mouvements à travers le monde. La 46e ECOCO décide que la 47e conférence ECOCO aura lieu à Ivry-sur-Seine en France, fin des principaux axes adoptés lors de la résolution finale de la 46e ECOCO. Et selon un communiqué final de la réunion parlementaire tenue en marge des travaux de l'ECOCO, les participants ont convenu d'appuyer et de renforcer le réseau parlementaire international de soutien au Sahara occidental et d'organiser la prochaine réunion en Algérie en considération de son soutien permanent au droit au peuple sahraoui à l'autodétermination et à la protection des réfugiés. Ils vont par ailleurs exprimer leur profonde préoccupation quant à l'incapacité des Nations Unies d'organiser à ce jour un référendum sur l'autodétermination malgré sa présence au Sahara occidental depuis plus de 3 décennies. À l'étranger, situation économique inquiétante au Maroc. Les fonds de pension et les entreprises croulent sous les dettes. Les manifestations populaires s'intensifient pour dénoncer le silence du Marzen et son inertie. Amina Saïdji. Un régime au bord de la faillite, c'est le moins que l'on puisse dire, au vu des chiffres effarants en provenance du Marzen. Des chiffres annonciateurs de la faillite des fonds de pension dans 6 mois, en plus de plusieurs entreprises qui croulent sous les dettes. Le gouvernement du Marzen met en garde contre une crise immédiate des caisses de retraite, en dépit des fausses promesses du chef du gouvernement qui tente de calmer les esprits en déclarant que son gouvernement œuvre à trouver des solutions pour réformer la caisse de retraite. Au moment où le peuple traverse sa pire crise économique et sociale, les bénéfices des entreprises privées augmentent. Conséquence directe du pillage des ressources marocaines, des pots de vin et de la corruption. Une politique d'appauvrissement menée par le régime du Marzen qui vise à enrichir les plus riches sur le dos des plus vulnérables, victimes de surexploitation. S'agissant de la demande pour l'augmentation des salaires en application de l'accord du 30 avril, le premier responsable marocain a sans surprise renoncé à cet engagement avec pour argument que la situation économique ne permet pas une augmentation des salaires de tous les employés du secteur public. Au sujet de l'état de l'économie du roi, le centre de recherche commerciale au Maroc annonce une dette de plus de 960 milliards de dirhams au cours de l'année contre 885 milliards de dirhams au cours de l'année écoulée. Le centre de recherche prévoit également une dette intérieure de plus de 700 milliards de dirhams et une dette extérieure de près de 30 milliards de dirhams. Dans ce contexte, l'association Attaque Maroc a affirmé que le régime du Marzen est directement responsable de l'appauvrissement de la population et de l'endettement du pays, en lui imposant le non-libre-échange et des garanties coloniales. Notamment que la dette publique totale du Marzen s'élève à 96% par rapport au PIB marocain, c'est-à-dire une dette frôlant la barre des 100 milliards de dollars, selon les données officielles du pays. Toujours dans l'actualité internationale, le Premier ministre palestinien Mohamed Shtayyeh a appelé les Nations Unies à proposer une nouvelle initiative de paix au Moyen-Orient afin de mettre fin à l'occupation des territoires palestiniens. Cet appel est lancé lors d'une rencontre virtuelle organisée par la Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale au siège de l'ONU. Elle vise à marquer la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien qui a eu lieu lors de la semaine écoulée. Dégradation de la situation sur le terrain
terrain. Selon des informations annoncées par l'Union européenne, pas moins de 10 Palestiniens tués durant les dernières 72 heures par les forces de l'occupation sioniste. L'Union européenne, qui a exprimé sa préoccupation, a appelé à l'ouverture d'une enquête sur l'usage excessif de la force contre des civils palestiniens, estimant que 2022 est l'année la plus sanglante avec 211 martyrs palestiniens. Retour dans le pays, cette campagne de sensibilisation nationale qui devrait sauver des vies. Chaque année, on dénombre des dizaines de personnes asphyxiées au monoxyde de carbone, surtout en période hivernale. Les agents de la Sonelgaz et de la protection civile mènent une campagne nationale pour sensibiliser les usagers contre les dangers de ce gaz. L'exemple ce soir, Léa, reportage signé Badia Amarti. Nous accompagnons ce matin les agents de Sonelgaz et de la protection civile chez les habitants de Koléa pour procéder à des vérifications nécessaires pour éviter d'éventuels drames. Il est 10h30 à la cité des 296 logements à Karkouba dans la commune de Koléa. Des agents de la Sonelgaz et de la protection civile font du porte-à-porte pour sensibiliser la population autour des dangers liés au monoxyde de carbone. Ils frappent à la porte de Myriam qui ne soupçonnait pas jusqu'à ce jour qu'elle vivait, elle et ses enfants, sous la menace d'un tueur silencieux qui les guettait chaque nuit et chaque instant. لا بوند هذيك باش تسيريها ايضا شوفي هنايا بالك تكون مثقوبتي ما كاينش فيها يقتلوا وهذا هو الغاز اللي نخافوه اكثر المونوكسيد هذا هو الغاز القاتل ما فيه لا رائحه لا لون لا والو. Des anomalies sur les installations de gaz à l'intérieur de l'appartement de cette enseignante sont détectées. Des conseils lui ont été donnés. Je remercie Sonelgaz et la protection civile qui sont venus ici à la maison. Ils ont fait des remarques pour l'installation du gaz. Je vais les refaire, bien sûr, je vais les refaire avant qu'il y aura un problème. Le monoxyde de carbone est un gaz qui tue. Les citoyens doivent être vigilants et vérifier régulièrement leurs installations car ce gaz est silencieux et inodore. Les équipes de Sonelgaz ainsi que les équipes de la protection civile essayent de donner des conseils par rapport à ces anomalies et remédier à la situation pour éviter les explosions, les asphyxies, etc. Nous quittons Myriam et sa fille pour suivre les agents de la Sonelgaz et les éléments de la protection civile. Cette fois-ci, ils se rendent dehors pour sensibiliser citoyens et automobilistes sur les dangers de ce tueur silencieux. Des flyers sont distribués. Nous demandons aux citoyens, surtout en cette période hivernale, de prendre conscience de ce danger et de procéder à la maintenance de leur installation de chauffage et de chauffe-bain. Le danger des asphyxies par monoxyde de carbone est permanent. Il augmente avec la saison hivernale où chauffage et chauffe-eau tournent à plein temps. Les citoyens se doivent d'être vigilants et vérifier leurs installations pour garder leur vie sauve. En place à l'imaginaire poétique et la passion des récits fait d'émotion et de spiritualité et de soufisme. C'est les ingrédients du spectacle Lella Leriam, mené à la perfection par la conteuse Siham Knouch. Reportage de Samira Hadjamar. Il m'aime un peu, beaucoup ou pas du tout. Des fleurs, des mots et des mots d'amour, dits et dans le récit de la conteuse Siham Knouch à travers l'Algérie, en remontant aux temps les plus anciens, à l'Orient, à la recherche du temps et au temps de Lella Leriam. Nous sommes dans un spectacle qui allie justement le spirituel
et le platonique, donc l'amour courtois ou l'amour chaste, comme il plaît au poète arabo-andalou de le définir. Donc c'est une soirée qui nous réconcilie aussi bien avec notre patrimoine sacré qu'avec notre patrimoine profane. Donc d'ailleurs, le profane et le sacré sont intimement liés. On ne peut accéder, transcender au sacré que par le profane. Je suis vraiment content, content d'avoir assisté à cette magnifique soirée que je trouve magnifique, ainsi que le public. Et surtout la manière d'avoir, comment ils ont présenté le spectacle. C'est nouveau pour moi. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est un spectacle merveilleux et je félicite tout le monde. C'est très très poétique ce spectacle. Je suis agréablement surprise car il y a l'histoire, il y a de la poésie, qu'elle soit algérienne, poésie arabe aussi. Il y a les contes. Et puis il y a la musique, il y a les belles voix. Donc vraiment je félicite Hasna Henni pour ce spectacle et Siham Kenouch. Toutes les deux elles nous ont proposé un véritable spectacle qui retrace l'amour sur ses différentes facettes. Chemin faisant entre les histoires d'amour de Antar et Abla, de Majnoun Leila ou encore de Mimouna la Magnifique, du courtois au spirituel, en passant par la tradition orale, puisée aux quatre coins de l'imaginaire, enveloppée des plus beaux récits d'amour populaires. En fait, c'est juste un voyage. C'est un voyage entre l'amour courtois et le soufisme. Comment on peut passer d'aimer une femme à l'amour divin? Ibn al-Arabi a parlé de ça, Ibn al-Farid a parlé de ça. Donc nous sommes en plein texte soufi. Mais d'abord, on cherche Leïla. Qui est donc cette Leïla? Emportée par la beauté du spectacle, la grande Narjas a offert au public une belle improvisation. ختمنا يعني البرنامج الثاني بدعاء كما معروفين دائما في شاك سبيكتاكل مع الاخر نكملوا بدعاء اللي هو قوموا نمدحوا لله يا عاشقين رسول الله. Pour l'Eriem, par la poésie et la passion, c'était un voyage magique, transcendé par la verve et le jeu de scène de la conteuse, l'interprétation de la chanteuse et de l'excellente prestation de l'orchestre musical mené par son chef, Ramzi. Donc ces belles images au théâtre national Maheddine Bachtarzi, un reportage signé Samira Hadjamal de notre compte Siham Kenouch. Du sport, Coupe du Monde 2022 au Qatar, on connaît désormais les premiers qualifiés au quart de finale. Il s'agit des Pays-Bas qui ont battu cet après-midi les États-Unis d'Amérique sur le score de 3-1. Les Hollandais affronteront au quart de finale le vainqueur du match Argentine-Australie qui débute à 20h. Et on a joué pour le compte de la Ligue 1, 4 matchs en retard joués aujourd'hui. CR Belouizdad a été tenu en échec par le MC Alger sur le score de parité également entre l'USM Alger et l'entente de Sétif, un but partout. La JS Saoura, quant à elle, a battu le CS Constantine sur le score de 3-1, alors qu'en ce moment se déroule le match qui oppose la JS Kabylie au Paradou Athletic Club. Le score est un but partout à 20 minutes de la fin de la partie. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vous pourrez suivre sur Canal Algérie à partir plutôt de 21h Echo des Z consacré à Sidi Bel Abbès. Bonne soirée à tous.